Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. C'est une affaire qui a tenu la France en haleine pendant des semaines. En janvier 1978, au cœur de Paris, l'un des patrons les plus en vue de l'époque est kidnappé en pleine journée. Il s'agit du baron Empain, un riche industriel à qui tout réussit. Les ravisseurs iront jusqu'à mutiler leur otage pour tenter d'obtenir une rançon. Nous analyserons ce feuilleton criminel qui aura réservé des rebondissements jusqu'au procès. Vous écoutez l'affaire du baron Empain, première partie. Le 23 janvier 1978, au matin, baron Empain sort de chez lui, du Foch. Son chauffeur l'attend dans la 604. Il y rentre, il prend son journal préféré, Le Figaro, qu'il commence à lire. Le chauffeur démarre, fait une centaine de mètres à peu près, et puis devant lui, il y a un cyclomotoriste qui a l'air presque ivre, qui conduit en faisant des zigzags, qui tombe. La voiture s'arrête, et à ce moment-là, brutalement, bondissent d'une camionnette plusieurs personnes. Ils sont cagoulés, ils sont armés. André Bizel, ex-chef adjoint de la brigade criminelle de Paris et auteur de Empain le rapt. Il y a du pistolet mitrailleur et des armes de poing. Immédiatement, ils font sortir le chauffeur de la voiture. Le traînent, le montent dans la camionnette. À ce moment-là, on met une cagoule sur la tête du baron Empain, on le menotte, et il y a un type qui lui dit dans l'oreille « Tu fais tout ce qu'on te dit, sans ça on te bute ». La voiture démarre, le baron Empain disparaît. Il disparaît. En quelques minutes, il est parti, il est enlevé. Lorsque nous avons appris le rapt, j'étais avec ma mère dans la propriété, au château. Diane Empain, demi-sœur du baron Empain. Elle a dit « Mon fils est parti au front ». Ce qui voulait dire « Il est à la guerre ». Bonsoir. L'un des plus puissants hommes d'affaires d'Europe, le baron Édouard Jean Empain, président directeur général du groupe franco-belge Empain Schneider, a été enlevé ce matin près de son domicile parisien avenue Foch. Selon les témoignages, les ravisseurs seraient au nombre de 4 ou 5. Un très important dispositif policier a été mis en place sur tout le territoire national, ainsi qu'aux frontières. À l'époque, je travaillais à Paris Match, je travaillais sur un fait divers sordide comme ceux dont je m'occupais à l'époque, et tout d'un coup, tout s'arrête. Catherine Tardrou, ex-journaliste à Paris Match et au Parisien. On ne parle plus que du baron Empain et de son enlèvement. Et avant lui, je dirais, il y a eu le rapt de Madame Dassault, il y a eu le rapt du petit Éric Peugeot. François Segal, ex-directeur de VSD. Je dirais, à l'époque, évidemment, ça avait des retentissements dans la presse, je dirais, qui étaient hors du commun. Le baron Empain vient d'une grande famille d'industriels belges. Il a 41 ans, il est marié, il a 3 enfants, c'est une des plus grosses fortunes de France. Mais le grand public ne le connaît absolument pas. Physiquement, c'est un athlète, il fait beaucoup de sport. Jean-Yves Dupeux, avocat du baron Empain. Il a beaucoup de charme, il a beaucoup de classe, beaucoup d'allure. Pour remplir les documents, quand on demandait profession du père, on devait toujours mettre industriel. Patricia Empain, fille du baron Empain. On ne savait pas ce qu'industriel voulait dire, ni dans quelles industries. C'était quand même le patron d'un groupe énorme. Le groupe Empain Schneider, c'est 300 sociétés, 150 000 salariés, c'est l'électronique, c'est la construction mécanique, c'est des chantiers navals. La banque, la construction des centrales nucléaires, l'immobilier à très haut niveau, le bâtiment, les travaux publics. La puissance du groupe Empain, c'est extraordinaire. En plus, il est en Belgique et il est en France. C'est un peu multinational déjà. L'enlèvement du baron Empain a non seulement secoué les milieux d'affaires, mais également secoué les milieux politiques. Et notamment jusqu'à la présidence de la République. Sans être un intime du président Giscard d'Estaing, ils se connaissaient. Empain est allé quelquefois chasser avec Giscard d'Estaing. Le président de la République
est préoccupé à la fois pour des raisons d'ordre personnel, mais en même temps pour des raisons d'ordre politique. Si le groupe Ampin est touché, ça veut dire qu'une immense partie de la force industrielle et de la force financière française est en péril. C'est la brigade criminelle qui tout de suite est saisie. Il y a toutes les grandes personnalités de la police, au premier rang desquelles le commissaire Ottavioli, qui va être le chef, le directeur de l'enquête. C'est le super flic français à l'époque. Il est malin, il est un petit peu torve, il connaît beaucoup de gens, et c'est un excellent policier. Un enlèvement, pour nous, je ne vais pas dire que c'est banal, mais ce matin-là, nous sommes à peine surpris, puisque depuis 1970, ça va être le 22e, le baron Ampin. Ça ne nous dit pas grand-chose, nous on n'est pas versés dans le monde des affaires. André Bizel, ex-chef adjoint de la brigade criminelle de Paris et auteur de Ampin le rapt. On va donc se renseigner à la direction dans le bottin mondain Helvoetsluis et on se rend compte qu'on n'a pas intérêt à commettre des erreurs. On passe de l'obligation de moyens à l'obligation de résultat. Un certain nombre de barrages sont organisés sur les routes, mais ça prend du temps. Et donc la voiture dans laquelle est le baron Ampin a largement le temps d'aller jusqu'à l'endroit qui sera le lieu de première séquestration. On se fait faire un compte-rendu par les policiers locaux qui ont déjà retenu quelques témoins et on apprend donc que le chauffeur du baron s'est libéré et vient de faire une déposition. Ils n'ont pas paniqué, hein. Ah, il n'y avait pas de panique. Et pourtant, il y avait des voitures derrière moi qui attendaient aussi pour passer, quoi. Non, mais ça n'a pas duré... Oh, ça a duré 2 minutes. 2-3 minutes maximum. Il y a eu une préparation. Nous allons apprendre qu'une camionnette a été volée 1 mois et demi avant, la mobilette dans un autre endroit de Paris, à la gare de Lyon, 15 jours avant. Donc, on sent quand même qu'on a affaire à des gens sérieux. Les policiers, ils aimeraient quand même en savoir un tout petit peu plus sur ce baron Ampin. Est-ce qu'il a des concurrents? Est-ce qu'il s'est fait des ennemis dans ses affaires? Étant avenue Foch, on monte dans ce très bel appartement et nous avons notre premier contact avec la baronne Ampin. Elle décrit la manière dont il s'est habillé ce jour-là, mais elle ne lui connaît pas d'ennemis. Elle nous dit qu'il était quand même conscient que ça pourrait éventuellement lui arriver. Il avait donc bien prévenu sa femme que dans ce cas-là, il ne fallait surtout pas verser de rançon. Et il dit parce qu'il fallait donner un exemple. Je crois que papa aussi pensait qu'il avait sa bonne étoile et qu'il serait toujours protégé, aimé, vénéré. Au départ, rien ne nous indique une piste privilégiée à suivre. Alors, on va toutes les envisager, comme d'habitude. On a passé du temps à faire des vérifications. En fait, on attendait des renseignements. Il n'y a rien. Michel Desfarges, ex-chef de groupe à la brigade criminelle de Paris. Ministère de l'Intérieur, l'État, tout le monde se dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce qu'on a affaire à une affaire politique? Est-ce qu'on a affaire à une affaire de terrorisme? Ou est-ce qu'on a affaire à une banale affaire, je dirais, de délinquance commune? Il aura donc fallu attendre un petit peu plus de 20 heures après l'enlèvement du baron Ampin hier matin pour que le silence soit rompu. Et c'était d'abord un coup de téléphone à la rédaction de RTL ce matin à 8h06, un coup de téléphone par lequel cet enlèvement était revendiqué. Une radio reçoit un coup de fil au nom des Noyaux armés pour l'autonomie populaire, les NAPAP, que nous connaissons puisque nous avons eu déjà des meurtres, des attentats signés du NAPAP. C'est un groupe d'extrême gauche qui dit qu'il a enlevé le baron. Le paysage international se prête à cela. Vous avez d'un côté les Brigades Rouges en Italie, vous avez en Allemagne la fraction armée rouge. En Allemagne, il y a eu récemment le patron des patrons qui a été enlevé. On l'a retrouvé dans le coffre d'une voiture avec une balle dans la tête. Si c'est la piste politique, si ce sont des politiques extrémistes qui ont enlevé le baron Ampin, on risque fort de le retrouver lui aussi avec une balle dans la tête.
Pendant que tout le monde à Paris est très inquiet, qu'on se demande ce qui se passe, le baron est emmené par ses ravisseurs à Méry-sur-Oise. C'est un petit village dans le nord de l'Île-de-France où il y a beaucoup de bois, il y a une végétation luxuriante. Et on lui fait faire une espèce de parcours du combattant. Il doit passer un muret, il doit passer sous un barbelé, pour finalement arriver dans un lieu qui résonne un peu, donc c'est voûté. Ses ravisseurs l'entraînent dans un souterrain qui est extrêmement humide, il y a de l'eau qui coule un peu partout. On l'emmène sous une tente, on l'enchaîne, des menottes aux pieds, des menottes aux mains, un anneau autour du cou. Il pouvait, pour essayer de ne pas bouger, il ne pouvait pas s'allonger. Au mois de janvier, la température est autour de 0 degré. Il a froid et il a un seau pour faire ses besoins. Il a été alimenté avec des sandwichs, des boîtes de conserve froides, à peine s'il avait de l'eau. Pour un homme qui a été habitué à une vie dans la soie, si je puis dire, se retrouver dans les conditions dans lesquelles il est, non seulement c'est physiquement dur, mais ça atteint considérablement le moral. En plus, il n'a aucun contact humain, ou pratiquement pas. Dire, quand ses ravisseurs viennent le voir, ils ont une cagoule sur la tête. Donc il ne verra jamais ses ravisseurs. C'était vraiment des conditions épouvantables, inhumaines. On n'a jamais vu ça. Il est déshumanisé, mais en plus, et c'est la première fois dans les histoires d'enlèvement en France, qu'un homme va être mutilé. On espère que la piste politique n'est pas la bonne, et à ce moment-là, vers 1h moins le quart, arrive un coup de téléphone, rue d'Anjou, pas très loin du siège du groupe Ampin. L'interlocuteur qui appelle demande à parler à un responsable. Jean-Jacques Bierry, qui est un des membres du staff du groupe, et qui est sollicité pour aller à la gare de Lyon, ouvrir une consigne. Ce haut cadre du groupe Ampin, accompagné des policiers, vont au casier de consigne numéro 595. Et là, il y a un sac avec dedans des lettres du baron à sa famille, une lettre de revendication et de demande de rançon. Et il y a surtout un petit flacon dans lequel on aperçoit la dernière phalange d'un doigt. Alors là, c'est la première fois que ça nous arrive. Nous, on ne connaissait que l'oreille de Polighetti en Italie, le fils du milliardaire, mais là, c'est la première fois qu'en France, on nous envoie un morceau, j'allais dire, de la victime. Certains disent que le doigt a été coupé à vif avec un massicot, d'autres, comme on le disait dans VSD, au couteau. Dès que j'ai entendu ça, j'ai commencé à penser, mon Dieu, ils vont le découper en petits morceaux. Je ne sais pas si on retrouvera mon papa vivant. Ça démontre la volonté qu'ont ces ravisseurs d'aller jusqu'au bout. On ne sait pas, peut-être qu'un jour, il y aurait un autre doigt, une oreille, que sais-je. Enfin, c'est un avertissement terrible. Ce n'est pas les révolutionnaires qui pratiquent ce genre de choses. On était sûr que c'était une équipe de voyous. On voit bien que le but, c'est d'obtenir, et là, attention, on est surpris aussi, 80 millions de francs, quoi. Nous, on parle encore à l'époque 8 milliards anciens. Ce qui correspond à 45 millions d'euros, ce qui est quand même une somme énorme. Là, on se rend compte que c'est pas un enlèvement politique, que ce que veulent ces ravisseurs, c'est de l'argent, et donc, à partir du moment où on réclame de l'argent, on peut négocier. Dans l'affaire Ampin, la famille, à commencer par la femme du baron, Sylvana, décide de payer la rançon et commence à réunir les fonds. L'important, c'était de payer la rançon afin que notre papa revienne au plus vite. On pense qu'en payant la rançon, on récupère l'otage, mais c'est le contraire. Parce qu'à partir du moment où vous payez, l'otage devient un témoin. Donc le témoin, il faut le faire disparaître. La rançon initiale de 80 millions de francs qui était demandée était une somme que la famille n'avait pas ou n'avait pas à disposition en tout cas. Les ravisseurs, ils ont l'impression qu'il suffit que le baron Ampin lève le petit doigt, pardon de
expression pour que immédiatement il y ait des sommes, des mannes immenses d'argent qui tombent. C'était dans l'idée de tout le monde que le groupe pouvait, sans aucun problème, réunir cette somme. Après bien des discussions, le groupe est disposé à prêter 30 millions de francs, mais pas plus. Voilà, donc, et c'est un prêt. La famille et les gens du groupe vont tenter de faire baisser la somme demandée pour qu'elle ne dépasse pas les 30 millions. Le fait de négocier une rançon, c'est quelque chose de terrible pour les proches. Parce que qui dit négociation dit qu'on négocie avec la vie du proche qui est enlevé. À un moment, les ravisseurs envoient un courrier où ils exigent que ce soit la fille du baron qui soit au bout du fil. Sa fille se laissera peut-être plus facilement manipuler. Or, Patricia, qui a 19 ans, est enceinte. C'était très dur pour elle d'assumer cet appel. Diane Ampin, demi-sœur du baron Ampin. Monsieur Ottavioli a accepté que je prenne la place de Patricia. Le téléphone sonne, le ravisseur me dit « As-tu l'argent ?» Les 80, non, j'ai 30 millions. Et là, il raccroche en disant « Très bien, vous aurez un cadavre ». Comme il n'y a aucun indice, aucun élément, aucune personne qu'on puisse de près ou de loin identifier, l'enquête va se polariser sur la personnalité du baron Ampin. Et c'est là qu'on va découvrir qu'effectivement, il aimait jouer. Papa jouait au poker avec Yves Montand. À l'époque, on était quand même assez fiers. Le baron Ampin est un joueur invétéré. Il passe ses nuits à jouer au poker, où il perd des sommes extraordinaires. On va découvrir assez vite que l'été de 77, il a perdu une très grosse somme d'argent, 11 millions de francs, au casino du Palm Beach, de Cannes. Et on a fait le rapprochement avec le doigt coupé, qui est une tradition dans le milieu japonais. Lorsqu'il y a une dette de jeu de la part de quelqu'un, de lui couper le doigt pour qu'on ne puisse plus rejouer. Bien sûr, on va faire venir le directeur du casino à Paris, on va l'entendre avec Ottavioli, il va nous expliquer que tous les ans le baron perd. Mais là, il s'est attaqué à des princes saoudiens, et il est allé jusqu'au bout, et les princes saoudiens sont repartis avec 11 millions de francs que la banque a dû leur avancer. La banque attendait depuis quelques mois le remboursement. Ah ben oui, il avait 11 millions à rembourser, et par conséquent, il a organisé lui-même son rapt, et on pense auto-rapt. Donc il y a une espèce de suspicion qui s'élève directement contre lui. Ça aurait pu être, disons, un motif. Et en fin de compte, on est obligé de l'exclure, qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'enlèvement et le jeu. Ces 11 millions de francs, il a trouvé un accord pour avoir un prêt et pour permettre de rembourser le casino. Ensuite, les policiers se rendent compte que le baron Ampin, il a ce qu'on appelle pudiquement une garçonnière. Et cette vie privée va être révélée au grand jour par la police. Mais entre la police et les médias, il y a souvent une certaine porosité. Je ne sais pas si on peut mesurer les surfaces des journaux consacrés aux interrogations sur le baron Ampin. On était terrorisés par les titres, persécutés par des photos. Finalement, c'est très très violent. Je ne pense pas que le fait que papa ait eu une ou plusieurs liaisons extra-conjugales était la dernière des surprises pour qui que ce soit. Mais que ça soit étalé sur la place publique, ça c'était un affront, et un affront surtout à notre maman. L'image qu'il renvoie au public, c'est d'un joueur de cartes qui trompe sa femme. Ce n'est plus une victime parfaite. Et je pense que pas mal de gens doivent se dire finalement, il l'a bien cherché.
Ma chère Patricia, ton épreuve est dure, tant est la mienne. Je vais te demander une preuve d'amour et de courage, celle de travailler à me sauver la vie. Voilà ce que tu dois faire. Prendre ma Mercedes noire, y mettre la rançon dans le coffre, aller où on te dit, n'accepter d'aucune façon d'être suivi directement. Tu as entre tes mains ma dernière chance. N'écoute personne d'autre que ton père. Personne, personne. Car c'est de ma vie qu'il dépend. Cette lettre me remet tout à fait en janvier 78. C'est à la fois douloureux et très très fort. La seule chose qui soit autorisée au baron dans son lieu de détention, c'est d'écrire des lettres. Il en écrira une 50aine. Le but de ces lettres, qui sont sans doute plus ou moins dictées par les ravisseurs, c'est de leur faire peur en leur disant « il faut que vous payiez, parce que sans ça, c'est implicite, on va le descendre ». La famille veut, pour des raisons d'affection, passer au-delà de la police et essayer de trouver un accord avec les ravisseurs. Ça plaît pas du tout à État-Violi. Il est inquiet, et il a raison, parce que le groupe, manifestement, a trouvé l'argent. Il est dans les coffres de la rue d'Anjou. Bien sûr, tous les téléphones ont été mis sur écoute, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient écartés d'une éventuelle remise de rançon et qu'ils puissent intervenir éventuellement. On a besoin de quelqu'un dans la place, quoi. Et je suggère au patron qu'on se tourne vers sa sœur Diane pour essayer de jouer à l'espionne et de nous renseigner. Et elle accepte. Si bien qu'à partir de ce moment-là, on va savoir tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. C'est une vie qui est en jeu avec une mutilation. Comment voulez-vous que l'on remette une rançon sans avoir des garanties de protéger le plus l'otage ? Après des discussions interminables, la famille se laisse convaincre et effectivement, l'idée de la remise d'une fausse rançon où la police serait partie prenante émerge et c'est une solution qui est pour le moment trouvée. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Olivier Rosenwag. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.